La brume du matin flottait au-dessus d'un lac silencieux, ses contours cachant les rives lointaines. Au bord de l'eau, des cabanes en bois sombre contrastaient avec des fleurs lumineuses qui poussaient en grappes sur les branches tordues des arbres. Julie ajusta sa cape contre le froid humide, ses pieds s'enfonçant dans la boue tandis qu'elle suivait un sentier étroit. Le seul bruit était le bruit de ses propres bottes et le cri lointain d'un oiseau nocturne qui refusait de dormir. Entre les arbres, des lumières faibles clignotaient derrière des rideaux épais, suggérant des vies qui préféraient rester invisibles. Elle s'arrêta en entendant un bruit métallique provenant d'une des cabanes, mais il n'y avait personne en vue. La porte grinçait doucement, comme si quelque chose la poussait de l'intérieur. Plus loin, elle trouva le carnet de notes d'un chercheur, des pages éparpillées sur le sol humide. Les diagrammes montraient des schémas climatiques désordonnés, dont les dates ne correspondaient pas aux registres officiels. Julie rangea les papiers dans son sac à dos, déterminée à les remettre au docteur Indigo, un climatologue qui alertait depuis des mois sur des anomalies dans la région. En arrivant au laboratoire improvisé au centre de Madrid, elle vit ses collègues en ébullition. Des rapports récents indiquaient que la température moyenne avait subitement augmenté en 12 heures, faisant fondre la neige sur des pics lointains. Mais le docteur Indigo n'était pas là. Sur son bureau, il y avait seulement un mot griffonné. Ils ne veulent pas comprendre. La chambre de pierre est vivante. Cette nuit-là, Julie suivit les coordonnées écrites au verso du mot. Le sentier la mena à une clairière cachée entre des roches volcaniques, où un ancien puits de pierre exhalait des vapeurs colorées qui dansaient sous la lumière de la lune. Des runes usées par le temps entouraient son bord, et l'air portait un bourdonnement bas, presque imperceptible. En s'approchant, elle ressentit une pression sur la poitrine, comme si le silence là-bas était fait de quelque chose de tangible. Des fragments de conversation résonnèrent dans son esprit, des voix qui n'étaient pas des voix, discutant de nombres et de probabilités. Elle recula, mais c'était trop tard. Les couleurs des vapeurs s'intensifièrent, formant des figures qui ressemblaient à des cartes de terre immergées. De retour en ville, Julie nota des changements subtils. Les gens chuchotaient sur des tempêtes qui surgissaient du néant, arrachant des toits et laissant des fissures dans les anciens bâtiments. Un paysan affirma avoir vu des cultures fleurir et se flétrir en quelques heures. Le phénomène prit le nom de « horizon » sur les réseaux sociaux, mêlant théorie du complot et témoignages désespérés. Le gouvernement émit des communiqués généraux, tandis que la presse interviewait supposés experts. Julie, cependant, savait que la réponse était à la source des vapeurs. Des jours plus tard, elle retrouva Indigo dans un café éloigné. Il semblait plus âgé, les yeux creusés, fixés sur une tablette. « Ce n'est pas seulement les températures, » dit-il, glissant des graphiques sur l'écran. « Le temps est désynchronisé. Des heures perdues, des souvenirs superposés. Et quelqu'un essaie de contrôler cela. » Avant qu'il puisse expliquer, un autre alarme retentit sur l'appareil. Une tempête de grêle se formait à l'ouest, bien que le ciel soit clair. Ils coururent vers la voiture, mais la route était bloquée par des arbres abattus, leurs racines exposées comme des veines rompues. Alors que Julie manœuvrait par des chemins alternatifs, Indigo murmura sur un projet abandonné des années 1980, lorsque des géologues avaient foré la région à la recherche d'énergie géothermique. Ils ont trouvé quelque chose. Certains ont disparu. D'autres jurèrent avoir vu des choses. La tempête les rattrapa soudainement. La grêle se transforma en pluie acide qui rongeait la carrosserie. Ils cherchèrent refuge dans une gare ferroviaire désactivée, où des graffitis sur les murs reproduisaient les mêmes inscriptions que le puits. Indigo toucha les dessins, sa voix tremblante, « Ce n'est pas humain. » Ou peut-être que si, mais d'une manière que nous ne comprenons pas. Au lever du jour, la pluie cessa, laissant une odeur métallique dans l'air. Julie réalisa que sa montre marquait minuit, bien que le soleil soit déjà haut. Indigo avait disparu, laissant seulement son manteau et un fragment de roche volcanique. Dans la poche, un papier avec une seule phrase. « L'horizon n'est pas un lieu. C'est un avertissement. » Elle revint au lac, maintenant entourée d'une brume dense qui avalait son et lumière. À l'horizon, elle vit des figures marchant en cercle, comme si elle cherchait quelque chose qui n'avait jamais été là. Le vent apportait une odeur d'ozone et de terre brûlée lorsqu'elle arriva au musée d'histoire naturelle, ses portes verrouillées depuis des semaines. Par la fenêtre cassée, elle vit des vitrines renversées et des cartes anciennes éparpillées sur le sol. Une d'entre elles, datée du 19e siècle, montrait la région du lac comme un delta de rivières sèches, avec des annotations en latin sur des ports de vapeur. Tandis qu'elle ramassait les papiers, une voix résonna du couloir. « Tu as aussi ressenti, n'est-ce pas ?» C'était la docteure Valeria,
écologiste des Indigos, son visage marqué par des griffures récentes. Les témoins disparaissent, dit-elle, tendant à Julie une clé USB. Des données satellitaires montrent que l'horizon n'est pas aléatoire. C'est une réponse. Avant qu'elle puisse expliquer, une autre explosion secoua le bâtiment. Elles coururent vers le sous-sol, où une salle secrète contenait des écrans branchés à des capteurs enfouis près de la chambre à vapeur. Les images montraient des figures humaines entrant dans la brume, mais leurs mouvements semblaient désynchronisés, comme si elles étaient réécrites. Valeria ajusta les paramètres d'un programme, chromatogrammes instables. Quelqu'un tente de synchroniser des événements passés et futurs. Un avertissement clignota à l'écran. Température négative enregistrée dans le désert de Taberna, suivie par une floraison de lichens préhistoriques. Cette nuit-là, Julie rêva du puits. Cette fois, les vapeurs formaient des visages connus. Indigo, Valeria, jusqu'à elle-même, tous murmurant des équations dans des langues mortes. Elle s'éveilla avec la main posée sur un journal caché dans son sac à dos qui n'était pas le sien. Les pages détaillaient des expériences avec des cristaux volcaniques, signées par un certain docteur Corvo, disparu en 1987. La dernière entrée était une question. Et si le climat n'était pas le problème, mais la solution? Au lever du jour, un groupe de manifestants s'était rassemblé sur la Plaza Mayor, exigeant des réponses sur les jours fantômes, des périodes où des heures entières disparaissaient des montres. Julie remarqua un homme en costume gris observant à distance, son téléphone émettant un éclat bleuté identique à celui des vapeurs de la chambre. Elle le suivit jusqu'à un parking souterrain, où il parlait avec un fonctionnaire du gouvernement. « Nous ne pouvons pas contenir le fuite, » dit l'homme, sa voix tendue. « L'anomalie se propage plus vite que prévu. » De retour au lac, Julie trouva Valeria inconsciente près du sentier, sa main agrippant un fragment de roche avec des veines lumineuses. Les câbles électriques des cabanes proches étaient fondus, et les habitants avaient disparu, laissant les meubles couverts de drap blanc. À côté de la chambre, Julie posa les cristaux de Corvo sur les runes. Pendant un moment, les vapeurs cessèrent, révélant un passage souterrain avec des murs couverts de symboles qui pulsaient en synchronisation avec des battements cardiaques. Au centre, une sphère d'obsidienne reflétait des scènes de tempête dans les déserts, des glaciers en éruption, des océans en flammes. Quand Valeria s'éveilla des heures plus tard, Julie était partie. À sa place, elle laissa une carte marquée avec des lieux où les montres s'arrêtaient de fonctionner, ainsi qu'une photo ancienne du docteur Corvo à côté des Indigos, tous deux souriant devant la même fontaine. Sur le bord de l'image, une note disait « Pas tous les erreurs sont des accidents ». Alors que la nuit tombait, Valeria alluma l'ordinateur et tapa un mot dans la barre de recherche « Horizon ». Les résultats incluaient un article scientifique de 1943 sur des trous de verre climatiques et une vidéo récente filmée par un drone, montrant des silhouettes humanoïdes marchant sur l'eau du lac. Pendant ce temps, Julie était dans une gare ferroviaire abandonnée, devant un train qui n'apparaissait sur aucun horaire officiel. Ces wagons étaient remplis de personnes endormies, leurs visages illuminés par une lumière ambrée sortant des fenêtres. Un homme en uniforme délavé lui remit un billet avec la date rayée. « Il part seulement quand vous décidez », dit-il, avant de disparaître. Elle entra dans le dernier wagon, où un journal daté de 2124 portait la manchette. La Terre entre dans une ère d'équilibre climatique après un pacte avec l'horizon. Avant de lire davantage, le train commença à se déplacer, et les lumières s'éteignirent, laissant uniquement le bourdonnement familier de la chambre dans ses oreilles. Le train avançait sans bruit sur des rails invisibles. Les fenêtres révélaient des paysages qui oscillaient entre déserts de glace et forêts de cristal. Julie marcha jusqu'à la cabine du conducteur, mais trouva seulement une salle vide avec un écran affichant des coordonnées inversées. En touchant l'écran, des projections de données apparurent, des graphiques montrant l'horizon comme une entité vivante, se nourrissant de contradictions climatiques. Une note de Corvo apparut en évidence. L'équilibre exige des sacrifices. Nous étions les exécuteurs, maintenant nous sommes l'offrande. Alors que le train s'arrêtait brusquement, Julie vit son image reflétée dans une fenêtre, mais elle était plus jeune, tenant un jouet cassé. La porte s'ouvrit vers un Madrid méconnaissable. Des gratte-ciel poussaient comme des racines vers le ciel, et les rivières coulaient en spirale. Des personnes utilisant des masques d'animaux discutaient dans les places, tandis que des hologrammes de politiciens anciens avertissaient sur l'ère de la synchronicité. Un vendeur ambulant proposa une pomme qui se flétrit et renaît en quelques secondes. « Le temps n'est pas linéaire ici, » dit-il, souriant. « C'est un océan. Vous nagez ou vous noyez. » En revenant au wagon, Julie trouva Indigo assis, son corps translucide. « Tu as compris, demanda-t-il,
pointant la sphère d'obsidienne dans ses mains. L'horizon n'est pas une menace. C'est une correction. La Terre est en train de réécrire l'humanité. Avant qu'elle ne réponde, le train trembla, et Indigo se dissipa en particules de lumière. À sa place, il y eut un livre avec des pages blanches qui se remplissaient à mesure qu'elle les tournait, des récits de civilisations qui avaient négocié avec le climat, des accords écrits en lichen et en sang. Dans le monde réel, Valeria regardait une conférence de presse. Le gouvernement annonçait la normalisation de l'horizon, mais les images de fond montraient des océans en ébullition. Elle appela un numéro anonyme, répétant les mots de Corvo. Ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce que tout soit réécrit. De l'autre côté de la ligne, une voix robotique répondit. La synchronisation a déjà commencé. Vous êtes dedans ou dehors? Julie, toujours dans le train, atteignit la dernière page du livre. Une figure émergea des ombres. L'homme en costume gris, maintenant sans visage, tenant un chronomètre qui comptait à rebours à partir de 0. Vous décidez du prochain chapitre, dit-il, lui remettant un stylo fait de pierre volcanique. En écrivant son nom sur la page, le train s'arrêta, et les portes s'ouvrirent vers le lac original, mais les arbres étaient maintenant chargés de fruits métalliques, et la source de vapeur exhalait une brume dorée. À l'horizon lointain, une tempête de sable formait des silhouettes humaines marchant vers la ville. Valeria, dans un laboratoire souterrain, connecta les cristaux de Corvo à une antenne improvisée. L'air crépita, et pendant une seconde, tous les écrans du monde affichèrent la même image. Une planète respirant, ses veines lumineuses pulsant au rythme des vapeurs de la chambre. Julie marcha jusqu'à l'eau, où son reflet montrait plusieurs versions d'elle-même à différents âges. Le stylo dans sa main fondit, formant un anneau avec des symboles identiques à ceux de la fontaine. Alors qu'elle le mettait à son doigt, elle entendit des voix murmurant en chœur, témoin accepté. Le pacte continue. La brume engloutit tout.